Ok, on va démarrer. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous bien. Au fond, ouais, c'est bon? Super. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette session. On va parler donc d'IoT. On va parler des principales nouveautés, notamment des tendances qu'on voit émerger sur le marché, quelques-uns des cas d'usage qu'on voit principalement chez nos clients. Et on va aussi évoquer quelques nouveaux services qu'on a annoncés donc au dernier reInvent en novembre de l'an dernier. Et alors qui sont toujours en preview. L'idée ça va être de vous donner un petit aperçu de quelles sont les fonctionnalités qu'apportent ces nouveaux services et en quoi ça peut vous aider dans vos projets d'implémentation d'IoT. Okay. Donc moi je m'appelle Rudy Kroll, je suis architecte solution chez AWS en France depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et j'ai notamment une spécialisation autour des technologies IoT. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les tendances qu'on voit aujourd'hui dans le domaine de l'IoT? Premier fait marquant, c'est aujourd'hui l'IoT, c'est plus un sujet à la marge qui concerne uniquement une équipe innovation qui fait quelques expérimentations. C'est vraiment un sujet qui aujourd'hui concerne, alors là c'est un chiffre qui nous vient d'une étude Forrester, qui concerne 85% des entreprises, avec des projets plus ou moins ambitieux, potentiellement un ou plusieurs projets, mais voilà, c'est plus un sujet aujourd'hui de se dire est-ce que oui ou non il y a de l'intérêt à déployer une solution de type IoT, c'est plutôt à comment on y va et pour résoudre quels besoins. Deuxième élément majeur, c'est l'usage de la voix. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous a un assistant personnel à la maison, que ce soit Alexa ou d'autres, hein, on n'est pas sectaire. Okay. Donc vous voyez que c'est vraiment une technologie qui a aujourd'hui rencontré une forte adoption dans les foyers. Et ça c'est intéressant parce que ça crée vraiment une nouvelle interface, une nouvelle convergence de beaucoup des acteurs de l'écosystème, notamment de la maison connectée, on va y revenir par la suite. Et ça crée vraiment un moyen de pouvoir piloter finalement l'ensemble des objets typiquement à la maison. Peu importe finalement quel est le fournisseur de cet objet, on va dire tout le monde se met d'accord sur l'usage de la voix comme nouvelle interface pour piloter ces objets. Donc ça c'est très intéressant. Autre tendance qui se confirme, c'est le edge computing. Donc au départ, notamment sur AWS, ce qu'on fournissait c'était des services uniquement cloud de l'IoT, donc la capacité de connecter des objets sur le cloud, pouvoir collecter des données issues des senseurs, des capteurs, et pouvoir piloter ces objets à distance. Et on va dire, depuis un certain nombre d'années maintenant, les clients nous remontent le besoin d'aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'améliorer la qualité de service, d'avoir la capacité d'avoir des traitements qui continuent à s'exécuter même si j'ai des pertes de connectivité, parce qu'on est dans le domaine de l'IoT, on peut avoir des connectivités qui peuvent être assez aléatoires. Donc l'idée du edge computing, c'est vraiment de déporter les capacités d'IoT sur du edge, donc c'est-à-dire dans la maison, dans le véhicule, dans l'usine, sur un réseau local, pour avoir une certaine capacité d'exécution de traitement, et notamment dans les types de traitements qu'on peut exécuter. Ça peut être de l'intelligence artificielle, du machine learning. Pourquoi? Parce que l'idée de l'IoT, c'est pas juste de connecter des objets. Alors certes, il y a déjà une première valeur à collecter les données issues des objets, du terrain, en termes de monitoring notamment. Mais on se rend compte aujourd'hui que sur la plupart des projets avec nos clients, on va mêler IoT et intelligence artificielle, machine learning, pour vraiment aller plus loin dans la capacité à intégrer, ajouter de l'intelligence dans les systèmes à travers des algorithmes plus avancés qui vont potentiellement aussi pouvoir s'exécuter en local. Ok, donc ces tendances-là, elles ont un impact fort sur, alors à minima ces trois domaines, là c'est ces trois domaines que j'ai choisi d'évoquer là aujourd'hui avec vous. La maison connectée, les véhicules connectés, donc on va rentrer dans le détail de chacun de ces domaines d'application, voir quels sont les principaux challenges, les architectures et puis quelques cas d'usage clients. Et également l'industrie 4.0, à savoir que sur l'industrie 4.0, on a une session qui est dédiée, donc si vous êtes particulièrement intéressé par ce sujet-là, il y a une session dédiée à Industrie 4.0 qui a lieu à 4 heures, avec un retour d'expérience de Soitec, donc qui peut être très intéressant. Donc, je vais plus me concentrer là sur la maison connectée et les véhicules connectés, et on va passer rapidement sur l'Industrie 4.0. Ok. Donc, la maison connectée, alors pour rappel,
qu'est-ce qu'on trouve comme objet connecté au sein des foyers aujourd'hui? Donc on trouve tout ce qui est lié à la domotique, donc l'électroménager, les téléconnectés Hi-Fi, tout ce qui est appareil média, assistant personnel, etc. Et les robots aspirateurs, on va y revenir. On a tout ce qui est lié à la gestion du réseau, donc tout ce qui est routeur, Wi-Fi et les box Internet telco. Et on retrouve aussi tout ce qui est lié à la gestion de la sécurité dans le foyer. Donc les caméras, les serrures connectées. Voilà, c'est quelque chose qui émerge aujourd'hui. Et tout ce qui va être lié à la surveillance du foyer, notamment en termes de consommation énergétique. Donc tout ce qui est thermostat connecté, détecteur de fuite, compteur intelligent, etc. J'ai perdu l'écran. Ah, ça revient. Donc voilà, ça c'est un état des lieux des différents objets qu'on trouve aujourd'hui au sein des foyers. Donc les tendances qu'on voit aujourd'hui, c'est comme je disais en introduction, c'est l'utilisation de la voix comme vraiment interface unifiée permettant de piloter l'ensemble de ces objets au sein des foyers. Ce qu'on voit aussi, c'est de plus en plus d'interopérabilité entre les objets, c'est-à-dire la capacité d'avoir au sein des objets plus de protocoles supportés. Un exemple tout bête, c'est dans les dernières versions des Amazon Echo, vous avez un hub Zigbee, donc qui vous permet de piloter directement vos ampoules Philips Hue sans avoir à déployer un hub spécifique Philips Hue. Donc pareil sur la Freebox, la dernière version de Freebox, vous avez directement un hub permettant de piloter l'ensemble de vos équipements Somfy. Donc vous avez de plus en plus d'intégration de différents protocoles au sein des équipements qui sont déployés au sein des foyers. Donc ça c'est assez intéressant, ça permet de simplifier le déploiement de ces équipements-là au sein des foyers. Ensuite, on a beaucoup de cas d'usage autour de la gestion de l'énergie. Donc comment rendre plus efficace ma consommation énergétique, donc à travers notamment des compteurs intelligents, des thermostats connectés, et puis aussi des algorithmes plus évolués qui vont permettre par exemple de détecter des portes ouvertes pour couper le chauffage. D'autres cas d'usage, c'est détecter des salissures sur les panneaux solaires installés chez moi pour être notifié dans le cas où il arrive un moment où il faut que je nettoie mon panneau solaire pour gagner en productivité énergétique. Donc tout ça repose sur des algorithmes, notamment de machine learning, qui vont permettre d'aller plus loin dans l'intelligence et l'efficacité énergétique de mon foyer. On voit aussi beaucoup d'algorithmes de reconnaissance d'image et de son. Donc ça, si vous avez vous-même un système de sécurité à la maison, vous avez dû remarquer que maintenant la plupart des systèmes sont capables de vous identifier, donc pour éviter de générer une alarme dans le cas où, certes, il y a une effraction, mais c'est juste vous, il n'y a pas de problème. Ou alors c'est le chat ou le chien du foyer. Donc ça, c'est pareil, ça utilise beaucoup de technologies de reconnaissance d'image. Des cas d'usage liés à l'optimisation des performances réseau. Donc ça c'est un sujet qui est majeur notamment pour les fournisseurs telco. C'est avoir la capacité d'améliorer la satisfaction des clients pour s'assurer qu'en permanence la qualité de service du réseau va être optimale et réagir de manière proactive dans le cas où il y aura des problématiques de coupure. Et un des derniers sujets aussi, c'est comment réduire les coûts de support client, c'est-à-dire pouvoir à distance opérer les différents équipements et intervenir dans le cas de panne. Donc plutôt que d'éviter qu'il faille prendre rendez-vous avec un technicien qui puisse passer pour résoudre les problèmes, on va reposer sur l'IoT pour à minima intervenir à distance et au mieux prévenir de ce type de panne et donc de manière proactive détecter des pannes futures. Donc ça c'est ce qu'on voit beaucoup chez nos clients. Quelques exemples de clients maintenant. iRobot, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est une société qui fournit des aspirateurs, des robots aspirateurs. Leur niveau de produit haut de gamme, il est connecté sur AWS. Et ce qui est intéressant, c'est que iRobot, pour déployer leur solution, ils sont fixés comme objectif de certes avoir un produit haut de gamme, mais de ne pas imposer un modèle d'abonnement à leurs clients. Donc pour ça, en fait, ils sont vraiment fixés comme objectif d'avoir une solution de back-end qui soit la moins coûteuse possible
Et pour ça, l'idée d'utiliser AWS IoT et tout un back-end reposant sur des services de type architecture serverless, donc avec les coûts les plus bas qui soient possibles sur AWS, ça leur permet du coup de pouvoir déployer leurs produits sans imposer un modèle d'abonnement. Autre exemple, Technicolor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société française qui fournit des matériels de type box. Donc ils travaillent beaucoup avec les fournisseurs telco, câbles, satellites, etc. Et donc Technicolor, eux, leur ambition, leur objectif, c'est de fournir un maximum de capacité d'un point de vue socle d'infrastructure, fournis directement dans les box qui fournissent aux différents fournisseurs telco, câbles, etc., qui va contenir tout le nécessaire pour pouvoir typiquement déployer des traitements de type edge computing. C'est-à-dire que par défaut, leur box va contenir tout le software nécessaire pour faire tourner notamment Greengrass, qui est un des services, donc le service majeur qu'on utilise sur AWS pour faire du edge computing. De la même manière, ils vont embarquer des SDK Alexa pour pouvoir facilement intégrer de la reconnaissance vocale sur les box. L'idée, c'est vraiment d'apporter de meilleures expériences clients aux clients des fournisseurs telco et autres. Donc pourquoi c'est intéressant d'utiliser AWS pour ce type de projet? C'est que on va avoir une intégration native, naturelle avec les autres services de la plateforme en termes de machine learning. Notamment, on parle beaucoup de SageMaker aujourd'hui. Donc c'est le service qui va vous permettre de faciliter le développement, l'entraînement et le déploiement de ces modèles de machine learning. Et également Alexa. Donc intéressant, comme on l'a vu avec iRobot, le fait d'être facturé à l'usage. Donc c'est en fonction du nombre de messages qui vont transiter et des nombres de traitements et les temps de traitement qui vont être faits que vous allez avoir une facturation liée à cet usage. Ce qui est intéressant, c'est aussi donc le support de différents protocoles et notamment l'écosystème de partenaires. Des partenaires donc à la fois constructeurs de composants qui vont contenir directement des SDK permettant de s'intégrer avec AWS. Et ce qui est intéressant, c'est l'aspect scalabilité. C'est-à-dire que vous ayez 10 clients, 100, 1000, 1 million, c'est la même architecture. Vous n'avez pas besoin de pré-provisionner, de gérer du capacity planning, parce que vous êtes sur une approche serverless sur laquelle vous avez des services qui vont être capables de manière élastique, s'adapter aux besoins à chaque instant. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect sécurité aussi, évidemment. On parle d'IoT, la sécurité c'est fondamental. Par défaut, chaque objet doit se connecter avec le cloud via un certificat client. Et c'est associé à ce certificat client qu'on va définir un document de permission, donc permettant de définir les autorisations de publication ou de souscription à des topics MQTT par exemple sur les différents objets qui ont besoin de se connecter. Donc là, je vous montre un exemple. Alors, il y en a plusieurs. J'ai décidé de faire un focus sur ce type d'architecture. Un exemple d'objets connectés à déployer en maison connectée avec une intégration Alexa. Généralement, sur ce type de solution, on a besoin de gérer déjà une partie du back-end pour tout ce qui est enregistrement et appairage. Donc là, c'est à partir du moment où le client il déballe son paquet, il a besoin d'installer son objet à la maison. Donc il a besoin de se créer un compte sur la plateforme du fournisseur. Généralement, ici, on va utiliser un service qui s'appelle Cognito. Donc c'est ce service qui va permettre de gérer une base d'utilisateurs et potentiellement permettre à l'utilisateur de se connecter via un de ses comptes existants avec fédération d'identité. Et derrière, donc, toute la logique d'appairage, c'est-à-dire associer l'identité de l'utilisateur avec le device en lui-même et associé à ça, générer ce qu'on appelle donc un document de policy, c'est-à-dire les permissions qu'on accorde à cet identifiant, à cet objet, pour pouvoir l'autoriser ou non à publier, souscrire sur tel ou tel topic MQTT. Donc ici, on trouve les objets qui sont déployés à la maison. Donc là, ici, c'est le petit symbole qui montre que ce sont des objets qui contiennent par exemple un micro et donc qui ont la capacité de pouvoir interagir aussi avec le back-end Alexa. Alors le back-end Alexa qu'on retrouve de l'autre côté pour le coup. Et l'idée, c'est d'avoir donc des communications avec la plateforme AWS IoT, qui est le broker MQTT, à la fois pour pouvoir
donc reporter un changement d'état. Imaginons un interrupteur qui passe de on à off. J'ai besoin de récupérer cet état-là pour déjà minima pouvoir consulter l'état sur mon application mobile compagnon et puis potentiellement déclencher d'autres traitements ou gérer des données en cache. Et puis potentiellement, alors par une commande envoyée sur Alexa, avoir cette logique d'intégration avec un service ici permettant de modifier à distance l'état de l'objet, l'état de mon interrupteur ou de mon ampoule. Donc là on a vraiment la synchronisation des données dans les deux sens qui repose sur ce qu'on appelle un document shadow. Donc un shadow c'est l'état d'un objet, c'est l'état virtuel de chaque objet physique. Et dans ce shadow il y a deux états principaux. Le desired state, quand on veut changer l'état d'un objet distant, on change son desired state et du coup l'objet récupère ce nouveau desired state pour se modifier en local. Et le reported state, c'est quand on change physiquement un état de l'objet. Il faut qu'on puisse notifier ce changement d'état sur le cloud. Donc voilà pour vous donner un exemple d'architecture qu'on met en œuvre sur AWS. Donc là vous voyez qu'on est sur une architecture complètement serverless. Donc on utilise des services comme AWS Lambda, ça c'est pour votre code spécifique, votre logique métier implémentée sous forme de fonction. API Gateway pour exposer des API REST, DynamoDB, solution de stockage NoSQL, et le reste c'est de l'IoT. Vous voyez que vous êtes sur une architecture entièrement serverless sans avoir à gérer des serveurs, les provisionner, configurer les OS, les middleware, etc. Donc très simple à mettre en œuvre, potentiellement qui peut se configurer à l'aide d'un simple template CloudFormation pour être capable de reproduire, instancier cette stack de manière automatisée. Donc ça c'était pour la maison connectée. Donc passons maintenant à la partie véhicule connecté. Donc les principales tendances, c'est donc déjà le réseau et effectivement le développement de la 5G qui arrive. Le cas de l'autonomie, donc là je vous apprends rien, les véhicules devenant de plus en plus autonomes, avec différents niveaux d'autonomie, ça devient un sujet majeur, notamment autour du machine learning. Les données temps réel, c'est avoir la capacité donc, en local dans le véhicule de pouvoir réagir le plus rapidement possible à différents événements, différents cas de figure. La mobilité future, ça va être tout ce qui est partage de véhicules, gestion de flotte de véhicules, et un certain nombre de nouveaux entrants aussi sur le marché qui viennent, on va dire, compléter l'offre, soit GPS, gestion de VTC, etc. et pour lesquels il faut être capable de s'intégrer dans la solution complète. Donc ce qu'on voit comme cas d'usage, c'est à la fois des besoins au sein du véhicule, donc tout ce qui est lié à l'infodivertissement, je crois que c'est en français, potentiellement du e-commerce, du monitoring au sein du véhicule pour aider le conducteur à mieux se comporter sur la route, forcément GPS, localisation, et aussi l'utilisation d'Alexa au sein du véhicule, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Toute une partie qui est à l'extérieur du véhicule, donc plutôt des services aux clients autour de l'assurance, basé sur l'utilisation réelle du véhicule, non seulement en termes de kilométrage, mais aussi de comportement sur les routes, gestion des contenus, solution de véhicules d'urgence, récupération de véhicules volés, etc. Et sur la droite, c'est tout ce qui est gestion de flotte, donc avoir la capacité de faire du diagnostic à distance, maintenance prédictive et optimiser, on va dire, la flotte, éviter qu'il y ait un véhicule qui soit sursollicité et d'avoir un lissage de la charge d'utilisation des véhicules au sein de ma flotte. Et la gestion de la chaîne de froid. Ok, alors qu'est-ce qu'on voit comme futur cas d'usage? On va voir de plus en plus l'usage de la vidéo au sein des véhicules. Donc ça c'est l'exemple de Toyota qui a annoncé qu'à partir de 2020 la vidéo va être intégrée au sein des véhicules, en plus de la télémétrie. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme cas d'usage autour de la vidéo? Je vous montre quelques exemples, ce n'est pas les seuls, il y en aura plein d'autres. Par exemple, détecter et alerter les conducteurs dans le cas où il y a un danger imminent, on va dire. Donc c'est pouvoir, voilà, à travers le réseau des différents véhicules, alerter les autres en cas de conditions météorologiques dangereuses. C'est pouvoir détecter aussi les panneaux et pouvoir donc mettre à jour en temps réel les systèmes de GPS, de cartographie pour pouvoir que les itinéraires soient mis à jour en conséquence.
C'est par exemple, autre exemple intéressant, de détecter qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en attente d'un bus ou autre, et donc de pouvoir transmettre ce type d'informations aux sociétés de gestion de transport en commun pour qu'elles puissent adapter automatiquement le nombre de bus qui vont devoir circuler à tel ou tel endroit. C'est par exemple, donc là, caméra au sein du véhicule, là c'est cas d'usage un peu moins rigolo, c'est de pouvoir détecter le niveau de, on va dire d'urgence lié à un accident. Est-ce que oui ou non, il faut déclencher tout de suite l'appel au service d'urgence pour intervenir directement. Et pareil, en dehors du véhicule, détecter l'état, la qualité de la route pour pouvoir encore une fois potentiellement non seulement notifier les autres véhicules, mais aussi les services adéquats pour venir réparer l'état des routes. Et petit exemple aussi que je vous recommande pas, c'est pouvoir aider, accompagner le conducteur dans la sécurité en continu et s'assurer qu'il est bien concentré sur la route. Voilà, c'est quelques exemples, mais potentiellement il y en a plein d'autres. C'est intéressant, mais il y a un problème, c'est le problème du volume des données, le volume des vidéos HD. Si on devait uploader toutes ces vidéos issues de plusieurs caméras au sein du véhicule, ce serait non seulement coûteux, donc c'est-à-dire les uploader sur le cloud, hein, ce serait non seulement coûteux, mais en plus très long, et il y a des cas d'usage pour lesquels on a besoin de pouvoir réagir très rapidement, dans les cas d'usage qu'on a vus. Donc c'est là où Greengrass notamment prend tout son sens, c'est l'idée de pouvoir traiter, analyser ces vidéos en local, et de pouvoir envoyer sur le cloud finalement que les événements qui ont été détectés, ou alors de manière asynchrone envoyer les flux vidéo, mais qui n'ont pas d'importance pour devoir réagir rapidement. Donc Greengrass, faut le voir un peu comme une espèce de plateforme microservice, une plateforme d'infrastructure pour microservices déployée au sein du véhicule. Et sur cette plateforme-là, vous avez la capacité de déployer donc, des fonctions lambda. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un modèle de programmation qui est équivalent à ce qu'on a l'habitude de faire sur le cloud. Des fonctions qui peuvent être développées en Python, en Java, Node.js, et qui, avec Greengrass, vous permet de facilement déployer et mettre à jour ces services au sein du véhicule. Donc on est vraiment dans une logique où le véhicule va être capable d'évoluer dans le temps et sur lequel on va pouvoir faire des upgrades, un peu à la mode, voilà, ce qui a été imposé un peu par Tesla progressivement, c'est d'avoir la capacité de petit à petit améliorer l'expérience client au sein du véhicule. Alors ça fait partie des nouveaux services qu'on a annoncés. Pour améliorer le développement d'applications à déployer sur Greengrass, on a annoncé un nouveau service qui s'appelle Address IoT Things Graph. Donc l'idée de Things Graph, c'est de pouvoir visuellement, à travers une interface visuelle, développer une application potentiellement complexe, voilà, qui contient plusieurs services et qui va faire interagir plusieurs objets, plusieurs capteurs, senseurs, actuateurs au sein du véhicule, mais pas que, hein, c'est une technologie qui peut être utilisée aussi très bien dans la maison connectée. Et donc qui va reposer sur déjà la définition d'un certain nombre de modèles, c'est-à-dire c'est quoi on attend d'une caméra, d'un écran, d'un détecteur de mouvement, etc. C'est un certain nombre de propriétés génériques. Et à la fin, une fois que j'ai, alors je vais vous montrer des exemples d'écran, une fois que j'ai designé mon application complexe, qui fait interagir plusieurs objets et plusieurs services au sein du véhicule, j'ai la capacité de pouvoir directement packager cette application-là et la déployer sur un élément Greengrass. Et vous avez également des fonctionnalités de supervision associées à ces différents éléments. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment une interface visuelle de type WYSIWYG, drag and drop, donc sur laquelle, alors on voit pas ici, effectivement. Ici vous avez normalement un certain nombre de gabarits, de modèles, donc, comme je disais, un écran, où là c'est une keycard switch, etc. Vous avez à la fois des devices et des services, et vous voyez que vous allez tirer des liens entre ces différents éléments pour mettre en place l'interaction entre les différents éléments de l'application. Tout ça à la souris sans avoir à développer la moindre ligne de code. Okay. Pour chacune de ces activités au sein des applications, vous définissez les inputs et les outputs.
donc les inputs étant généralement les outputs des éléments précédents. Et vous faites ça voilà, en plusieurs étapes jusqu'à arriver à une application potentiellement complexe dans laquelle vous pouvez également ajouter des éléments de logique, des opérateurs logiques, des if, else, des and, or, etc. Donc voilà pour Things Graph, c'est encore un service en preview. Il ne devrait pas tarder à sortir en GA, ce qu'on appelle GA c'est General Availability, donc c'est prêt pour la production. Mais vous pouvez souscrire dès maintenant à la preview pour vous faire une idée du service. Pour terminer sur les véhicules connectés, autre ressource très intéressante, c'est la ressource Solution for Connected Vehicle en anglais, en français voilà, c'est une solution pour les véhicules connectés. C'est un template CloudFormation qui vous permet de, en quelques clics, en gros instancier ce type de stack sur votre compte AWS et qui va vous permettre voilà, de vous faire une idée concrète de comment implémenter les différents cas d'usage connus du véhicule connecté, donc détection d'anomalies, stockage des données de trajet des véhicules, calcul de score voilà, du comportement de conduite, tout ce qui est diagnostic et potentiellement marketing basé sur la localisation du véhicule. Voilà, tout ça avec un service de notification pour notifier les conducteurs sur un événement quelconque. Voilà, donc je vous recommande cette solution, ça vous permet de facilement mettre le pied à l'étrier et puis en fonction de vos besoins qui sont spécifiques de pouvoir l'alimenter et le faire évoluer. Donc ça c'était pour les véhicules connectés. Je vais terminer donc sur la partie Industrie 4.0. qui est aussi un des principaux cas d'usage qu'on voit aujourd'hui et pour lesquels on est sollicité auprès de nos clients. Donc là, on a représenté un peu les différentes étapes pour lesquelles l'IoT apporte de la valeur tout au long du cycle de fabrication d'un produit typique dans l'industrie 4.0. Donc déjà, on retrouve ici tous les éléments liés à l'approvisionnement potentiellement des matières premières et de tout ce qui doit être livré pour pouvoir produire des éléments au sein de l'usine. On a un certain nombre de cas d'usage liés donc au monitoring, c'est-à-dire est-ce que oui ou non on a bien voilà, les équipements sont en bon état de marche, mais pas seulement les équipements, c'est aussi les travailleurs, ceux qui sont sur place et est-ce que oui ou non ils travaillent en sécurité et de manière efficace. Tout ce qui est lié à la gestion de la qualité, c'est-à-dire une fois que j'ai produit mon produit, est-ce que oui ou non il est de bonne qualité, est-ce qu'il est prêt à être déployé sur le marché ou est-ce que je dois revoir quelque chose dans ma chaîne de fabrication. Tout ce qui est donc prédicative failure, donc voilà, en fonction des erreurs qui sont remontées, pouvoir traiter ces erreurs et aussi pouvoir prédire les potentielles pannes futures avec des algorithmes de maintenance prédictive. Et tout ça également supervisé de manière générale avec ce qu'on appelle une tour de contrôle, c'est-à-dire une interface permettant de piloter, d'opérer l'ensemble de mes usines, pas uniquement celle-ci, mais voilà, de manière à distance, pouvoir avoir une visibilité complète sur l'ensemble des usines réparties géographiquement sur plusieurs territoires. Donc, par rapport à ça, il y a par rapport au cas d'usage de l'industrie 4.0, il y a trois principaux challenges qui nous ont été remontés par nos clients. Le premier, c'est la difficulté d'extraire des données issues des systèmes existants. Donc typiquement les solutions de type historian, etc. sont des solutions qui, on va dire, par nature, rendent difficile la tâche d'extraction de la donnée avec des protocoles potentiellement complexes, legacy. Une fois que la donnée est extraite, il y a aussi des difficultés à donner du sens à ces données-là parce que en termes d'unité des valeurs, en termes de description des différentes valeurs, on a du mal potentiellement à tirer du sens de ces différentes valeurs remontées par les équipements. Et enfin, difficulté aussi de pouvoir modéliser, représenter visuellement l'ensemble de mes équipements au sein de l'usine, qui font eux-mêmes partie d'une ligne de production, eux-mêmes font partie d'une usine. Potentiellement, j'ai plusieurs usines, donc je veux pouvoir avoir une visibilité d'ensemble sur l'ensemble de mon processus industriel.
Donc par rapport à ces demandes qui nous sont remontées par nos clients, c'est suite à ça qu'on a décidé donc de développer et de déployer un nouveau service qui s'appelle IoT Sitewise. Donc lui aussi, il est encore en preview, il n'est pas encore en GA, mais vous allez voir qu'il va être très intéressant. Alors il a plusieurs principaux composants ce service. Le premier, c'est tout à gauche ici, Sitewise fournit une gateway, une passerelle. Donc physiquement parlant, vous allez avoir une passerelle que vous allez pouvoir déployer dans vos usines en mode plug and play. L'idée, c'est vraiment d'avoir une solution la plus simple d'installation, de déploiement possible. Je vais rentrer dans le détail par la suite de ce dont on parle. Par configuration, donc vous allez pouvoir connecter cette gateway avec votre compte AWS. À partir de là, vous allez pouvoir commencer à collecter les données parce que cette gateway-là, elle va se connecter aux équipements sur place. Typiquement des équipements industriels qui exposent une interface au PCUA. On va y revenir. Donc tout ça vous permet de collecter les données et derrière vous avez un stockage de ces données-là sur IoT Analytics qui vous offre une solution de data lake et de capacité de stockage dans un modèle time series sur lequel vous pouvez déjà générer des rapports, des analyses issues de ces données qui sont remontées. Et ensuite, chose intéressante, vous allez pouvoir visuellement représenter, encore une fois, l'ensemble de vos équipements faisant partie d'un certain nombre de groupes, donc pouvoir visuellement voir l'ensemble de vos processus, monitorer certains processus critiques, potentiellement générer aussi des agrégats, des métriques de manière automatisée. Donc, par groupe, vous allez avoir ces métriques qui vont s'agréger. Et donc c'est tout ça Sitewise, c'est non seulement la partie gateway déployée en local pour du pure edge computing, qui repose d'ailleurs sur du Greengrass, mais qui est un Greengrass qui est pré-packagé sur lequel vous n'avez pas besoin de vous intervenir pour configurer, implémenter quoi que ce soit. Vous allez uniquement configurer l'accès aux différents équipements industriels, plus toute la partie sécurité. Mais voilà, ça c'est la partie edge computing, et ensuite vous avez toute la partie cloud computing, c'est-à-dire capacité de collecter en centrale les métriques, les modéliser et les représenter visuellement. Donc très concrètement, à quoi ça ressemble une gateway Sitewise? Ça ressemble à ça. Alors aujourd'hui, c'est deux modèles d'équipement physique. Donc c'est soit le Snowball Edge, je ne sais pas si vous connaissez tous Snowball, c'est une offre AWS, voir ça comme un NAS qui permet de stocker jusqu'à 100 Tera de données et sur lequel vous pouvez exécuter des traitements parce que ça contient un Greengrass. Et on a également un partenariat avec Logic Supply ML. Donc là, on va dire c'est la première version. C'est d'ailleurs pas encore en GA, mais l'idée c'est qu'on va proposer de plus en plus de solutions de type d'équipement possible. Et ce qu'on voit, c'est qu'en termes de connectivité, on a ici l'idée de pouvoir connecter ce type de matériel, d'équipement, typiquement sur le même switch que le PLC, pour pouvoir accéder aux interfaces de l'équipement industriel. Donc à partir du moment, encore une fois, où on a déployé physiquement et connecté sur le réseau l'équipement, on va avoir plusieurs choses. Donc la configuration de l'IP port du serveur au PCUA, typiquement, sur lequel la gateway doit se connecter pour récupérer tous les tags issus des équipements qui sont supervisés. Donc c'est de l'OPCUA. Derrière, donc toute la logique, tout le software déployé dans cet équipement-là, encore une fois, il est pré-packagé. C'est pas à vous de configurer ces éléments-là. Il y a tous les connecteurs qui vont être disponibles par défaut pour se connecter à un équipement industriel. Et pareil, toute la logique de mise à jour du software de Greengrass, ça va être fourni à travers finalement l'interface de Greengrass permettant de faire de l'OTA, du déploiement à distance. En termes de connectivité, ce que va faire cette gateway, c'est qu'elle va se connecter avec AWS via des tunnels VPN. Et ça repose sur une offre VPN existante qui s'appelle Client VPN, donc qui va permettre typiquement de pouvoir avoir une connexion sécurisée privée de bout en bout de l'usine jusqu'à votre environnement AWS. Et de la même manière, une fois que vous êtes dans le VPN, donc le VPN vous donne accès à votre VPC, et depuis ce VPC là, ce que va faire cette gateway, c'est qu'elle va pousser des données sur AWS IoT Analytics.
à travers le VPC endpoint, c'est-à-dire, encore une fois, de manière complètement privée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur le VPC pour ressortir sur Internet pour aller publier les données sur IoT Analytics. Non, on utilise le VPC endpoint. Donc on a vraiment une connexion sécurisée, privée, de bout en bout. Voilà. Après, il y a quelques éléments d'optimisation, d'utilisation de buffer en local pour prévoir les cas de perte de connectivité. La capacité de pouvoir avoir des checkpoints également en local pour les uploads en cours. Donc tout ça, encore une fois, repose sur, in fine, sur IoT Analytics. Et donc je vais vous montrer une petite vidéo si ça marche. Donc l'idée c'est juste vous donner un aperçu. Alors c'est une vidéo qui a été capturée avec malheureusement quelques problématiques de connectivité, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de ce dont on parle. Donc là c'est la console AWS IoT Sitewise. Là ici on est sur la page de documentation donc, qui regroupe toutes les différentes composantes dont je viens de vous parler de Sitewise, donc à la fois la partie gateway, les capacités de stockage, de structuration de la donnée sur IoT Analytics et de génération de vues. Là, il faut que je comble normalement. Hop. Donc voilà. À partir du moment où vous avez encore une fois déployé physiquement la gateway dans l'usine, ici vous avez la capacité donc dans l'interface. Donc c'est là où je vous disais qu'il y avait quelques problèmes de connectivité. Vous voyez. Des icônes de chargement infini. Vous avez la capacité de rajouter donc cette gateway. Et dans la manière dont on va configurer la gateway, on va lui donner un certain nombre de paramètres. Donc notamment lui donner un nom et également référencer l'ID du groupe Greengrass. Encore une fois, tout ce que vous avez à faire, c'est de provisionner un groupe Greengrass sur votre compte AWS, mais vous n'avez pas à le configurer parce que tout le software est embarqué par Sitewise. Donc vous lui donnez un nom. Et là, oui, là je crois que ça a bugué aussi. Ouais, c'est une démo qui date un peu, désolé. Donc voilà, ici vous retrouvez tous les détails de configuration de la gateway. Donc quel est le type de la source, OPC UA typiquement, l'IP port du serveur OPC, c'était un peu vite. Quelle est la configuration de la sécurité, est-ce qu'on utilise un certificat ou du basic auth, username, password. Ensuite, où est-ce qu'on veut stocker les données, donc c'est typiquement sur un channel IoT Analytics, donc toutes les données vont être poussées sur IoT Analytics. Et ici on retrouve un aperçu de l'ensemble des data streams, donc déjà tout ce que la gateway arrive à récupérer depuis le serveur OPC UA, on retrouve tous les éléments là pour récupérer les télémétries des équipements industriels. Voilà, une fois que c'est fait, l'idée derrière, c'est alors cette overview ne montre pas tout l'aspect modélisation de la donnée et définition des unités pour chacune des mesures qui sont collectées. Sachez que vous avez non seulement les mesures, mais que vous pouvez créer vos propres métriques. Donc typiquement des agrégats, voilà, des moyennes, des min, max, ce genre de choses. Et une fois que vous avez défini ça, donc ici visuellement, vous représentez les différents équipements qui font partie de différents groupes. Donc là on a quelque chose d'extrêmement simple, simplement 2 turbines faisant partie de la même ferme d'éoliennes. Chacun des assets, donc vous pouvez les configurer, c'est là où vous retrouvez effectivement les différentes mesures que vous voulez représenter visuellement au sein de votre représentation graphique, de votre vue. Et donc là, c'est vraiment la partie, on est sur l'onglet vraiment définition du graphe. Et ensuite, la partie monitoring, c'est là où vous allez pouvoir effectivement sélectionner les différents équipements faisant partie de votre parc, les différents assets, et où vous retrouvez effectivement les valeurs qui sont montées en temps réel par la gateway qui est déployée au sein de l'usine. Donc les measurements, c'est vraiment la valeur exacte. Et ensuite, les métriques, c'est ce que vous définissez. Que ça peut être donc encore une fois des moyennes, min, max, etc. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble très rapidement.
Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par l'industrie 4.0, n'hésitez pas à participer à la session qui a lieu à 4 heures. Je crois que c'est dans la même... non, c'est pas la même salle, pardon. C'est une autre salle, avec un retour d'expérience de Soitec, donc, qui n'ont pas encore déployé Siteways parce que ça c'est encore tout récent, mais qui ont un vrai cas d'usage concret d'industrie 4.0. Si j'ai été un peu rapide durant la session et pour vous ça n'a pas été assez concret sur vraiment comment mettre en œuvre les éléments, les ressources AWS IoT, sachez qu'il y a une session intéressante également sur comment bien démarrer un projet IoT, qui pour le coup est dans la même salle à 2 heures et qui vraiment va vous montrer voilà, concrètement comment implémenter, configurer les différentes ressources AWS IoT pour connecter vos objets sur AWS. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous et bonne journée.